La Chine hors la Chine, je trouve que c'est un très bon thème. La Chine, aujourd'hui, l'image est assez parfois contestée, mais il faut faire savoir qu'il existe une nouvelle génération d'entrepreneurs chinois de ma génération qui peut penser d'une manière très simple et très sympathique, parce que aujourd'hui, on n'est plus dans une confrontation, on est plus dans un rapport de coopération. Voilà, vous voyez dans les sites web, dans les nouvelles technologies, les entreprises, ils disent toujours combien mon plateforme est sympathique, combien c'est gratuit, combien je vous rends plus libre. Il n'a jamais dit que combien je suis plus agressif, plus méchant. Non. Donc c'est vraiment le monde est dans une force d'élégance au lieu de confrontation. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Préfet, Madame la Préfète, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce colloque. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement chinois. Je veux prendre la parole en ma capacité personnelle. Sinon, ma charge est trop lourde. Oui. En ce moment même, les dirigeants du G20 et des pays invités sont en route pour Hangzhou, où le sommet du G20 va bientôt s'ouvrir. Tout à l'heure, professeur Boissieu a déjà mentionné qu'il y a une sous-présentation des invités pour participer à ce sommet. Donc je veux dire qu'il est sûr qu'il y a des dirigeants venus des pays africains qui vont participer à ce sommet. Mais quand même, je partage ce point de vue, c'est une sous-présentation des dirigeants ou bien des pays en voie de développement. Et aussi, en ce moment même, l'ambassadeur de Chine en France, Son Excellence M. Jie Jun, vient de rentrer en Chine pour participer à l'accueil du président Hollande. Sinon, il aurait le plaisir de parler ici, devant vous. Mesdames et messieurs, depuis le début du siècle, la Chine a accueilli plusieurs grands événements internationaux tels que le sommet de l'EPEC et du G20. Les dirigeants chinois ont participé presque toutes les conférences internationales importantes, notamment celle de l'ONU. L'importance accordée par la Chine à ces rendez-vous internationaux s'explique, à moi-même, selon mes points de vue, par une triple volonté. Premièrement, la volonté de préserver le système international existant. Donc, monsieur professeur Badi a déjà aussi mentionné ce matin concernant le système international. Donc, ce système, à mon avis, qui comprend le système de droit international fondé sur la Charte des Nations Unies et le système des relations internationales bâti autour de l'Organisation des Nations Unies. Depuis plus de 70 ans, la Chine s'est développée dans et grâce à ce système et y joue un rôle grandissant. Aujourd'hui, la Chine a adhéré environ à 300 traités internationaux multilatéraux qui couvrent tous les domaines dans les relations internationales. Et selon le droit national de Chine, le droit chinois reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne. La Chine participe de plus en plus au règlement des conflits régionaux, tels que le conflit israélo-palestinien, la crise syrienne, le dossier nucléaire iranien et la question du Sud-Soudan. Et il a envoyé jusqu'ici 20 flottes avec au total 59 navires dans le golfe d'Aden au large de Somalie pour des missions d'escorte. Aussi, ce matin, l'ambassadeur Fouché a mentionné qu'il y a une base militaire à Djibouti. C'est vrai, mais pour bien fournir des approvisionnements pour ces navires militaires qui exercent ces fonctions tout à fait conformément aux résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et aussi, actuellement, plus de 3000 militaires chinois participent au maintien de la paix dans différentes régions du monde. La Chine œuvre au renforcement de la coopération internationale dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de la cybersécurité et de la lutte contre la
criminalité transnationale et y joue un rôle essentiel. Et c'est là, je voudrais dire, c'est la première volonté pour préserver ce système. Deuxième volonté, c'est la volonté de construire un ordre économique et commercial bénéfique à tous. La réussite économique de la Chine de ces 30 dernières années est fondée sur l'importation et l'assimilation de capitaux, de technologies et de savoir-faire étrangers. Dans le même temps, les pays développés ont tiré des bénéfices considérables de l'expansion du marché chinois. Depuis 30 ans, avec une croissance de 2 chiffres, la Chine a été un moteur puissant de l'économie mondiale. Entre l'année 2009 et 2011, elle a contribué à plus de 50% à la croissance mondiale. Selon les chiffres du MFI, malgré le relatif ralentissement de son économie, la Chine comptera toujours pour 30% de la croissance mondiale avant l'année 2020. Et comme je le dis, la Chine est la deuxième économie du monde et première puissance en matière de production manufacturière et de commerce de marchandises. Donc, elle est donc un grand bénéficiaire de la mondialisation. Selon les statistiques, pour 21 de 28 filières industrielles qui existent en Chine, les entreprises étrangères ou à capitaux mixtes occupent les 5 premières places. Les capitaux étrangers sont entrés dans de nombreux secteurs. Je cite quelques exemples: banques, assurances, télécommunications, automobiles, logistique, vente de détail, industrie mécanique, énergie, sidérurgie, informatique, Internet et immobilier, etc. Donc, c'est aussi ce matin, le président Ken a donné une présentation sur son plan de la compagnie Thales. Et aussi, M. Olivier a aussi présenté son instruit de PSA à Wuhan. C'est une réussite. Et 30% des opérations de fusion-acquisition en Chine concernent des multinationales américaines et 27% sont le fait d'entreprises européennes. Prenons l'exemple de l'automobile. J'ai dit déjà, 30% du marque automobile chinois sont allemands. Et en même temps, Peugeot et PSA est aussi très visible en Chine. Donc, félicitations pour M. Olivier. Consciente du fait qu'elle vit dans un monde interdépendant, la Chine attache une grande importance au perfectionnement du système économique, commercial et financier et mondial. Et prend donc toute sa part. En accueillant le sommet du G20 à Hangzhou, elle vise à bien contribuer pour établir une bonne gouvernance dans les domaines économiques, commerciaux et financiers. Et troisièmement, la volonté d'établir des relations internationales fondées sur l'égalité et le bénéfice mutuel. La Chine est persuadée que le système international ne peut être bâti que sur les principes fondamentaux de l'égalité et du bénéfice mutuel. L'égalité étant sa règle de fonctionnement et le bénéfice mutuel son but. C'est aussi dans cet esprit que la Chine traite ses relations avec les autres pays. Aujourd'hui, la Chine a établi des liens institutionnels avec les grands ensembles régionaux, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, ou bien l'Amérique et l'Océanie via notamment l'APEC et PEC. Il existe aussi des contacts fréquents entre la Chine et les principaux pays du monde. Dans toutes ces relations, la Chine n'a jamais cherché un quelconque avantage. Elle n'accepte non plus d'être traitée injustement par ce qui se soit. Prenons l'exemple des relations sino-américaines. Vu la rapidité
du développement de la Chine, certains craignent que la Chine ne cherche un jour à prendre la place des États-Unis, la seule hyperpuissance du monde. Ils voient entre la Chine et les États-Unis, puissance émergente et puissante existante, une relation inéluctablement conflictionnaire. Or, les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a une série de rencontres entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Obama. Et à travers ces dialogues, à travers ces rencontres, les dialogues sont très fructueux. Preuve que les intérêts communs, les échanges humains et la coopération ne cessent de s'élargir. La Chine et les États-Unis représentent à eux un tiers de l'économie planétaire, un quart de la population globale et un cinquième du commerce mondial. Que deviendra le monde si ces deux pays se tournent le dos? L'histoire et la réalité sont là pour nous faire comprendre que la Chine et les États-Unis n'ont d'autre choix que de s'entendre et de coopérer. Bien sûr, une relation sino-américaine stable et dynamique ne peut se construire que sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. Prenons aussi l'exemple des relations sino-françaises. Depuis de nombreuses années, la relation Chine-France ont été un modèle des relations entre pays aux systèmes sociaux différents. La Chine et la France, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont su gérer leurs relations dans un esprit de respect et de consensus en mettant de côté leurs différences. Dans les affaires internationales, leur coopération s'approfondit de jour en jour. En novembre dernier, c'est en grande partie grâce à la collaboration sino-française avec la participation de l'ensemble de la communauté internationale que la conférence sur le climat a abouti à un accord fort et ambitieux sur la limitation de l'augmentation de la température globale, la réduction des émissions et le financement. La coopération sino-française sur les questions planétaires a atteint aussi un niveau sans précédent. Concernant les partenariats économiques, commerciaux et technologiques, sujet qui intéresse le plus nos amis du monde des affaires ici présents, ces dernières années ont vu naître un grand nombre de projets importants. L'entrée du groupe Dongfeng dans le capital de PSA Peugeot Citroën, qui a été un franc succès. L'inauguration prochaine du laboratoire P4 à Wuhan, fruit de la coopération sino-française, est première du genre en Asie. La construction de la centrale nucléaire de Taishan, équipée de réacteurs EPR, qui va bientôt se terminer, et enfin la mise en chantier du projet du centre de finition d'Airbus 330 à Tianjin. Mesdames et messieurs, pour raison de temps, je ne peux élaborer en détail sur le sujet de la présence culturelle et humaine de la Chine dans le monde, mais je partage les points de vue exprimés par M. Le Guen, secrétaire d'État, ainsi que d'autres intervenants sur ce sujet. Je suis, en tant que Chinois, je suis très content de voir que les échanges culturels et humains entre le peuple chinois et le peuple du monde entier se développent sans cesse. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le thème du colloque d'aujourd'hui est la Chine hors de Chine. Je vous remercie de m'avoir écouté, et aussi pour tout le monde, je vous remercie de m'avoir écouté avec patience, vous raconter la Chine vue de l'intérieur. C'est pas l'extérieur, c'est vue de l'intérieur. Je voudrais également profiter de cette occasion qui m'est offerte pour vous dire que la Chine est un pays en voie de développement, un pays qui a des difficultés et des défauts. Donc, elle a besoin des amis comme M. Ravarin,
parce que vous avez fait une comparaison entre les Américains et les Chinois avec la façon d'utiliser l'argent des dollars. Oui, avec $3 de gagné, les Américains dépensent 3. Avec un dollar gagné, les Chinois dépensent 50%. Donc le résultat est très clair. Oui. Et aussi, nous remercions M. Avarin et aussi la Fondation Prospective et Innovation pour la comprendre, l'aider, la soutenir et la faire comprendre au monde. La modernisation d'un pays de 1,3 milliard d'habitants sera sans doute la page la plus fascinante et la plus émouvante de l'histoire de l'humanité. Nos amis français se doivent d'y participer. Et donc, je vous remercie.